Bonjour, nous allons nous attaquer aujourd'hui aux écrans LCD et plasma. D'abord préciser une chose, c'est que écran LCD est aussi bien ce qu'on appelait avant des écrans LCD et qu'on appelle actuellement des écrans LED. La seule chose qui change, c'est le rétroéclairage. On y reviendra. Les écrans LED fonctionnent en fait sur base de la lumière polarisée. Nous avons deux types de lumière, la lumière naturelle et lumière polarisée. La lumière est une onde électromagnétique composant d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B. La seule partie qui nous intéresse est la composante électrique. C'est la seule qui est visible pour l'œil humain. Et donc vous avez un champ électrique E ici et vous avez le sens de propagation de la lumière. Vous avez donc la lumière naturelle ou non polarisée pour laquelle il n'y a pas de direction particulière, et la lumière polarisée pour laquelle tous les champs E sont parallèles. La lumière peut être polarisée soit par un filtre appelé polaroïde, matière plastique formée de longues molécules parallèles, donc c'est ce que vous avez dans les lunettes de soleil type polaroïde, ou par simple réflexion sur un miroir. Vous avez donc lumière naturelle, où vous n'avez pas de direction privilégiée. Si vous mettez un filtre polariseur, vertical dans ce cas-ci, la seule composante qui va passer sera la lumière polarisée verticalement. Si vous placez un deuxième polaroïde sur le trajet de la lumière polarisée, l'intensité en sortie sera nulle quand ils sont croisés, quand ils sont à 90 degrés. C'est la loi de Malus. Donc si vous avez une lumière non polarisée, mettez un polariseur vertical en sortie, vous obtenez donc une lumière polarisée verticalement. Placez ensuite un polariseur horizontal et vous n'aurez plus de lumière en sortie. D'une façon générale, un afficheur LCD sera constitué de deux polariseurs croisés qui ne laissent pas passer la lumière, c'est ce qu'on vient de voir. Entre les deux, vous mettez une substance qui fait tourner la direction de polarisation et permet à la lumière de passer. Et vous rajoutez un dispositif de commande qui permettra ou non la rotation de polarisation. Ce qu'on va mettre entre les deux polariseurs, c'est ce qu'on appelle des cristaux liquides, qui ont été découverts en 1888. Et comme le nom ne l'indique pas, ce ne sont pas des cristaux. La plupart des cristaux liquides sont des composés organiques avec des molécules allongées en forme de bâtonnets. Ils ne présentent ni les arêtes vives, ni les facettes lisses et brillantes qui caractérisent les cristaux. En revanche, ils possèdent des propriétés d'organisation des molécules qui se traduisent par des caractéristiques optiques particulières et qui les rapprochent de l'état cristallin. Cristal solide, où tout est aligné et immuable. Cristal liquide, à peu près aligné. Liquide, c'est le chaos total. Tout ça change suivant la température. Il est possible de piloter la direction des molécules. Deux façons. Vous avez soit par un dispositif mécanique que l'on va voir, soit, comme on le verra plus loin, par un dispositif électrique. Donc, intéressons-nous au dispositif mécanique. Lorsque l'on dispose d'une couche de cristal liquide sur une plaque gravée de fins sillons parallèles, ce qu'on appelle la couche d'alignement, les molécules s'orientent parallèlement à ces sillons. Vous avez donc des cristaux liquides, à peu près alignés. Si on les met sur une couche d'alignement, qui est en fait une mini tôle ondulée, pourrons-nous dire, eh bien, vos molécules vont s'aligner par rapport à la couche d'alignement. Si vous mettez deux couches d'alignement avec des molécules LCD entre les deux couches d'alignement orientées à 90 degrés l'une de l'autre.
Eh bien, sur la couche du bas, vos molécules vont s'aligner par rapport aux alignements du bas. La couche du haut, vos molécules vont s'aligner parallèlement à la couche du haut. Entre les deux, vos différentes couches de LCD en fait vont progressivement passer d'une direction à une autre. Lorsque l'on enferme une couche de cristaux liquides entre deux plaques gravées de sillons orientées dans deux directions différentes, l'orientation des molécules, à l'état de repos, passe progressivement de la direction 1 à la direction 2. Elle fait donc apparaître une torsion. Ces molécules alignées vont avoir des propriétés spéciales dans le domaine optique puisqu'elles vont faire tourner la direction de polarisation de la lumière. C'est ça qui nous intéresse en fait, c'est que donc ces molécules LCD peuvent transporter la lumière et que donc comme elles vont tourner d'une direction vers une autre direction, elles vont faire tourner la polarisation de la lumière. Et donc votre lumière pourra traverser deux filtres polarisés à 90 degrés. Deuxième façon de commander ces molécules, c'est le champ électrique. Si on soumet le cristal liquide à une tension électrique, l'orientation des molécules se modifie sous l'action du champ électrique. Les chaînes moléculaires s'orientent parallèlement aux lignes de champ et se retrouvent perpendiculaires aux électrodes. Dans cette situation, elles ne modifient plus la direction de polarisation de la lumière. Vous avez donc ici deux plaques d'alignement à 90 degrés l'une de l'autre. À l'état de repos, donc vous remarquerez que la tension électrique n'est pas branchée, vos molécules vont progressivement s'aligner dans un sens puis dans l'autre, et donc faire tourner la polarisation de la lumière. Si vous branchez la tension électrique, vous forcez en fait votre molécule à prendre toute la même direction, et donc pas de rotation de polarisation. En jouant sur la valeur de tension appliquée, il est possible d'obtenir des situations intermédiaires dans lesquelles seule une partie des rayons incidents voit sa direction de polarisation modifiée. Le plus simple est l'afficheur à deux couleurs. En intercalant une cellule de ce type entre deux polariseurs croisés, on peut fabriquer un dispositif à transmittance optique variable. Au repos, les cristaux liquides font tourner l'axe de polarisation de la lumière et qui peut donc traverser le dispositif. L'application d'une tension entre les deux plaques de verre aligne les molécules sur le champ et empêche la rotation de la polarisation. La lumière ne traverse plus le dispositif. Donc c'est toujours le même schéma que vous avez ici. Vous avez donc un filtre polariseur, une couche d'alignement, une autre couche d'alignement à 90 degrés, un autre polariseur à 90 degrés par rapport au premier. Au repos, vos molécules font tourner la polarisation de la lumière et la lumière va donc traverser, malgré que vous ayez deux polaroïdes à 90 degrés. Si vous mettez une tension de commande, vos molécules vont rester toutes alignées dans le même sens et vous n'aurez donc pas de rotation de polarisation. Et donc la lumière ne traversera pas l'analyseur. Dans un affichage de couleurs, ce que vous avez, c'est que vos électrodes, en fait, sont alignées sous forme de chiffres. Et donc dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous avez? Un polariseur ici, un polariseur à 90 degrés. Ceci est l'électrode négative, l'électrode positive. Mais vous remarquerez que seule cette barre et celle-là, vous avez un plus et un moins, sont raccordées à l'électrode. De même que celle-ci et celle-là. Donc, seules les molécules traversant cette zone et cette zone seront forcées de rester alignées par l'électrode. Et donc, résultat en sortie, pas de lumière pour cette barre, pas de lumière pour cette barre. Sur un écran en structure matricielle, les pixels sont repérés par les lignes et les commandes. Donc, structure matricielle, ce sont les écrans de téléviseurs, les moniteurs. La cellule se comporte comme un condensateur que la commande doit charger
ou décharger. Cette charge doit être très rapide. Et la cellule conserve sa charge et donc possède une mémoire. C'est grâce à cet effet de mémoire que l'écran LCD ne présente pas le défaut de papillotement des tubes. Donc si vous vous souvenez, dans les tubes cathodiques, vous aviez en fait le phosphore à l'intérieur du tube s'allumait durant une certaine durée, qui n'était pas pilotable. C'est pour ça que l'on devait travailler en 2 trames plutôt qu'en progressif. Et donc sur un LCD, votre pixel reste allumé aussi longtemps que vous le désirez. En gros, jusqu'à ce qu'on ne l'éteigne pas. Les couleurs sont obtenues en utilisant des filtres de couleurs vert, rouge et bleu, les 3 couleurs primaires, comme sur un tube cathodique. Source d'éclairage. Les 2 configurations des écrans LCD sont les écrans réflectifs et ceux utilisant un rétroéclairage. Les écrans réflectifs utilisent la lumière ambiante. Au repos, la lumière traverse le cristal avant de subir une réflexion dans un miroir et de repasser à travers le cristal. On observera donc un point blanc. Si on applique une tension, on observera un point noir. La lumière est bloquée avant la réflexion. Donc les écrans réflectifs, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps sur les montres ou sur les afficheurs type magnétoscope ou autre. Ensuite, vous avez les écrans avec rétroéclairage, qui peuvent être des LED, c'est ce qu'on appelle un écran LED, ou tubes fluorescents, c'est ce qu'on appelait avant des écrans type LCD. Cette lumière traverse ou non le cristal en fonction de la polarisation appliquée. Ce type d'écran LCD donne une meilleure intensité de l'écran, surtout avec peu de lumière ambiante, mais consomme plus d'énergie forcément puisque vous avez un rétroéclairage en plus. Fonctionnement toujours le même donc. Vous avez un rétroéclairage, un filtre polarisant, plaque en verre, un filtre d'orientation, la fameuse tôle ondulée, entre les deux des cristaux liquides, un deuxième filtre d'orientation à 90 degrés par rapport au premier, filtre de couleur qui vous donnera des pixels rouge, vert ou bleu, plaque en verre et enfin un deuxième filtre polarisant à 90 degrés par rapport au premier. Et donc, suivant la tension que vous mettrez entre la cathode et l'anode pour chaque pixel, la lumière traversera ou pas. Deuxième type, les écrans à plasma. Tout à fait différent. Ce qu'on appelle le plasma constitue l'état particulier de la matière caractérisé par un désordre maximal, état dans lequel les atomes sont en grande partie ionisés, donc les noyaux et les électrons sont séparés. Le principe de ces écrans consiste à amorcer et à entretenir une décharge électrique dans une cellule contenant un gaz rare, du xénon, du néon, de l'argon, le tout à basse pression. Le fonctionnement est exactement le même qu'un tube au néon. Une décharge électrique émet un rayonnement ultraviolet qui est invisible. Le rayonnement ultraviolet est utilisé pour exciter des luminophores qui vont eux-mêmes émettre une lumière visible. Donc un écran plasma est constitué d'une multitude de minuscules tubes fluorescents, 3 par pixel, et vous n'avez pas besoin de rétroéclairage. Et donc si on voit 3 pixels, un rouge, un vert, un bleu, vous avez quoi en fait? Vous avez une cuvette dans laquelle vous avez un intérieur tapissé de, on va dire, de phosphore rouge. Le deuxième, l'intérieur est tapissé de phosphore vert, et le troisième de phosphore bleu. Le tout dans une électrode, cathode-anode. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'ai oublié de dire évidemment que dans ces cuvettes, vous avez un gaz rare, du xéon, du néon, quelque chose du genre. Lorsque vous branchez l'électrode, vous enclenchez une décharge électrique. La décharge électrique va engendrer des ultraviolets.
les ultraviolets vont exciter les luminophores qui vont émettre une lumière verte, rouge ou bleue. Donc ici, le principe est extrêmement simple. Même chose, en plus joli. Et la même chose encore, en moins joli. Troisième sorte, les écrans OLED. La technologie OLED est basée sur l'utilisation de diodes superposées, qui, une fois alimentées par un courant électrique, émettent leur propre lumière. Contrairement à d'autres types d'affichage, tels que les cristaux liquides, qui nécessitent un rétroéclairage, dans les écrans OLED, chaque LED émet elle-même sa propre lumière. Donc chaque pixel de l'écran est composé de 3 diodes juxtaposées, bleues, rouges ou vertes, dont l'épaisseur ne dépasse pas 1 mm, parfois beaucoup moins d'ailleurs. Chacune de ces diodes est constituée d'un semi-conducteur organique à base de carbone, oxygène, hydrogène et azote, entouré par une cathode métallique, charge électrique positive, et une anode transparente, charge électrique négative. L'ensemble repose sur un support en verre ou en plastique pour les écrans souples. Vous avez donc une cathode métallique et en dessous vous avez une anode transparente. Donc entre les deux, on peut mettre une tension. La couche de transport des électrons. Et enfin, ici, vous avez ces fameuses OLED, les émetteurs organiques. Qu'est-ce qui se passe? Tout simple, lorsque vous branchez une alimentation, eh bien vous allez soit allumer, soit éteindre une diode. Et donc, suivant la combinaison de ces 3 diodes, vous pouvez reproduire n'importe quelle couleur. Donc c'est un procédé très simple en fait. Le plus compliqué était de faire des diodes suffisamment petites pour voir une image et non pas une succession de diodes. Ce qui vous permet donc, si c'est une couche plastique, de faire des écrans extrêmement fins et souples. Merci, bonne journée.